Dimanche 30 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Les résolutions prises durant la concertation avec les opérateurs de Sambave pour l'amélioration de la filière de la vanille ont été apportées par les responsables au sein du ministère du Commerce et de l'Industrialisation et de la Consommation aux producteurs de vanille. Outre l'annonce des résolutions, ils ont également pris en compte les demandes des producteurs. Ces derniers ont entre autres affirmé qu'ils veulent bénéficier de formations sur la préparation de la vanille et la protection du prix. Reportage de Judicaël Rangenirin. La direction régionale du ministère du Commerce a rencontré les producteurs de vanille de Sambave pour leur faire part des résolutions prises lors de la réunion sur la vanille. Les producteurs sont la base de cette filière et sont les plus nombreux dans la chaîne de production, raison pour laquelle il est important de considérer leurs suggestions. Il ne s'agit pas seulement de faire un rapport, mais aussi d'écouter et de prendre en compte les propositions de ces producteurs. Concernant la libéralisation du secteur de la vanille malagasy, qui a été parmi les points discutés durant la rencontre, l'octroi de l'agrément et l'effectivité de tout contrôle au sein des régions sans contre-visite dans la capitale ont été aussi discutés. Les producteurs ont affirmé qu'ils souhaitent bénéficier de formations concernant l'exploitation de la vanille verte. Ils ont également fait part de leurs craintes sur la libéralisation de la vanille et ont demandé des mesures de protection sur le prix de la vanille verte afin qu'il n'y ait pas de spéculation. La sécurisation des champs de culture face aux voleurs figure aussi parmi leurs demandes. Les consignes venant du ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation durant sa visite ont été réalisées afin que tous les producteurs, les coopératives et la chaîne de production soient tous concernés. 6 coopératives ont reçu des certificats d'agrément et tous les producteurs ont été invités à intégrer les coopératives. Une visite des cultures de vanille a été également effectuée afin de prévoir la date d'ouverture de la campagne de vanille verte. Parlons toujours de commerce et de consommation. La protection des consommateurs et le contrôle des prix des produits de première nécessité sur le marché se poursuivent. Les responsables au sein de la direction de la protection des consommateurs du ministère du Commerce et de la Consommation ont procédé à des contrôles au marché de Manchester. Il a été constaté que le prix des PPN sont stables si le prix du riz local a connu une baisse. Le contrôle des balances et des matériels de mesure au niveau des épiceries et des boucheries a également été effectué. Ceux qui utilisaient des matériels qui n'étaient pas aux normes ont été sommés de faire le contrôle au sein des services de tutelle dans un délai de 10 jours. À chaque descente, le ministère du Commerce ne cesse de sensibiliser les commerçants à afficher les prix et de conserver les factures pour assurer la transparence et respecter la concurrence selon la loi du commerce. Et Madagascar participera au mois de juin pour la première fois au Congrès mondial des chambres de commerce. C'est une occasion pour les entrepreneurs malagasy de promouvoir les produits et les offres sur le marché international. Madagascar est également parmi les 27 pays dans le conseil d'administration de la Fédération mondiale des chambres de commerce ou WCF. Un reportage signé Judicaël Rangenirin. Le 13e congrès des chambres de commerce ou World Chambers Federation se tiendra pendant 3 jours à Genève. 1400 membres y sont présents. Madagascar y participe à travers les entrepreneurs qui sont prêts à offrir des produits commerciaux Made in Madagascar du 21 au 23 juin prochain. Madagascar qui participe pour la première fois figure également parmi les 27 pays au sein du conseil d'administration de la fédération actuellement. Cette participation ouvre Madagascar au marché international étant donné que nous sommes sur une île dont l'économie dépend en grande partie de l'exportation. Le dépôt de dossier et l'inscription pour les entrepreneurs qui veulent y participer s'achèvera le 15 mai. Les entrepreneurs sont aidés par la Fédération de la Chambre de commerce de Madagascar, notamment dans la recherche des vols et pour leur séjour. Parlons à présent tourisme. Environ 3000 touristes ont débarqué à Nosbe ces derniers temps selon les informations. L'objectif est d'attirer 2 millions de touristes pour cette année 2023. Les responsables œuvrent également dans ce sens. En effet, Nosbe est déjà en pleine préparation pour accueillir la saison touristique selon toujours les explications rapportées par Cécile Sylvain dans ce reportage.
Les vols en provenance d'Afrique du Sud vers Nousbé sera de retour au mois de juin. Selon les informations fournies par les sites d'accueil et les responsables locaux, actuellement, les réservations de vols depuis vers Nousbé atteignent les 70% depuis le mois de juin jusqu'au mois de juillet. Tout cela témoigne que la saison haute ne sera pas comme d'habitude pour Nousbé pour cette année. Mais même en ce moment, les touristes sont déjà nombreux à Nousbé. L'augmentation du nombre de touristes est également le résultat des travaux effectués depuis quelques temps après la période de Covid-19. En parallèle, les responsables touristiques se sont efforcés de promouvoir le tourisme à Nousbé, en particulier pour la destination Madagascar en général. Nos responsables sont souvent invités dans les événements internationaux au cours desquels la destination malagasy est mise en exergue selon les explications. L'objectif est ainsi d'atteindre 2 millions de touristes et la destination Nousbé y contribuera grandement. Et toujours dans le cadre de la promotion du tourisme à Madagascar, la tenue des événements sportifs sur des sites touristiques du pays se poursuivra cette année. À cet effet, la deuxième édition du championnat de Kitesurf Festikit se tiendra à Ansranan au mois de septembre dans la baie de Sakalav. Reportage de Fandesena Mireille sur les images de Zaran Janso. Madagascar peut accueillir des championnats internationaux de surf du fait de son climat tropical. Cette discipline peut se faire durant 8 mois chaque année, du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Ces championnats peuvent être coordonnés avec les offres touristiques dans le pays et ainsi aider dans la promotion du surf, mais aussi pour attirer les touristes. Ce sont les touristes étrangers qui sont les cibles, car bon nombre d'entre eux sont intéressés par le surf, surtout depuis la crise sanitaire. Les Malagasy, pour leur part, commencent à connaître ce divertissement qui est à la fois une discipline sportive. La deuxième édition de l'événement Festikit se tiendra au mois de septembre prochain à Ansranan. Page sociale à présent, côté santé, la consommation d'héroïne, cette drogue qui commence à se répandre chez nous, peut engendrer diverses maladies. Les parents et les jeunes sont appelés à faire preuve de vigilance selon les explications des médecins. Les effets de ce stupéfiant se traduisent généralement par un changement de comportement selon un médecin. La sensibilisation et la communication sont les premiers moyens pour éviter la consommation de cette drogue. Reportage de Sylvain et Secha Angenapou. L'héroïne est une drogue dure qui n'est pas fabriquée à Madagascar, mais importée de l'Afghanistan et de l'Afrique du Sud. C'est un produit chimique qui attaque directement le cerveau, selon les explications. Sa consommation change immédiatement le comportement d'une personne, rend dépressive et annihile la perception du bien et du mal. L'héroïne provoque la dépendance chez un être humain selon les informations. Et cette dépendance ne peut être arrêtée qu'en passant par un médecin spécialiste dans la désintoxication. Ce médecin appelle à la poursuite de la sensibilisation dans la lutte contre la consommation de cette drogue. Parlons à présent à Tuamasna. Il sera procédé à l'activation du traitement des dossiers au sein de la justice. Néanmoins, nul ne peut intervenir pour demander la libération des détenus en dehors des recours légaux, selon la ministre de la Justice, garde des Sceaux malagasy, durant sa visite à Tuamasna cette semaine. La gestion au sein des maisons centrales doit être la même dans toute la grande île. Aucun traitement inégalitaire ne sera accepté, selon les explications rapportées par Fandesena Mireille dans un reportage. 1327 détenus sont enregistrés au sein de la maison centrale d'Ambalatavang Tuamasna, alors que sa capacité d'accueil est de 350 détenus. Les femmes détenues sont les plus à plaindre car la cuisine de la prison n'a plus de toit. Il n'y a pas non plus d'électricité au sein de cette prison. Par ailleurs, le traitement des dossiers prend du temps. Bon nombre de détenus n'ont pas encore été jugés alors qu'ils y sont depuis des années, selon les explications. La ministre de la Justice, garde des Sceaux malagasy, a accédé aux suggestions émises pour l'amélioration de ce domaine. Ainsi, aucune mauvaise gestion ne sera plus acceptée au sein de ces maisons centrales, affirme-t-elle. L'activation des traitements des dossiers est la priorité et personne ne doit intervenir dans la libération des détenus en dehors des procédures légales. Pour améliorer les conditions et pour renforcer la sécurité au sein de la maison centrale d'Ambalatavang, la ministre a octroyé des lampes, des tôles et des ciments.
Partons à présent en Hongrie. En se rendant justement dans ce pays, le pape veut envoyer le message aux pays européens qu'il est possible d'avoir une autre position sur la guerre en Ukraine que d'envoyer des armes. Analyse d'un correspondant de France 24. Bonjour, écoutez, c'était important pour le pape de se rendre en Hongrie pour deux choses. D'abord parce que le pape veut envoyer un message, notamment aux autres pays européens, qu'il est possible d'avoir une autre position que celle de l'envoi des armes à laquelle il est opposé. Et donc, il prend le risque même, je dirais, d'aller voir Viktor Orban, qui soutient une position proche de la sienne, c'est-à-dire et puis, le deuxième élément important de cette visite, c'est la migration. Les migrants, vous savez que Viktor Orban a une politique très dure à l'encontre des migrants, et c'était important pour le pape François, il l'a souligné hier, de redire à ce dirigeant qui se dit chrétien et qui revendique sa foi, qu'il était important aussi d'accueillir les migrants et d'avoir une position ouverte sur la migration. Vous avez parlé de la question migratoire. Quelles sont les autres sources de désaccord entre le pape François et Viktor Orban? Écoutez, les sources de désaccord, outre la migration, c'est évidemment tout ce qui touche à une politique identitaire, aussi une conception du christianisme. Alors, vous savez que Viktor Orban est calviniste, hein, il n'est pas catholique, mais il a une conception du christianisme très identitaire, c'est-à-dire il se sert du christianisme et de la foi pour affirmer des valeurs qui sont traditionnelles et justifier une forme de fermeture de la société hongroise. Ce n'est absolument pas la perspective du pape François, mais il est évident qu'au-delà de ces sujets de désaccord, le sujet principal de cette visite, c'est évidemment la situation ukrainienne, avec un déplacement qui est très fortement coloré par cette situation. Aujourd'hui, le pape doit rencontrer notamment des réfugiés ukrainiens. Il doit aussi se rendre dans une église gréco-catholique, c'est-à-dire dans une communauté ukrainienne, ici à Budapest. Donc voilà, c'est un sujet, c'est un thème vraiment majeur du voyage, avec un appel à la paix et à la réconciliation très fort exprimé hier dès son arrivée à Budapest. Alors, depuis le début de cette guerre, le pape est invité en Ukraine, hein. Il est invité par Kiev, par les autorités. Il a rencontré avant-hier à nouveau le Premier ministre ukrainien qui a renouvelé cette invitation. Mais le pape François, depuis quelques mois, a une position claire. Il dit que s'il se rend en Ukraine, il doit aussi se rendre à Moscou, et il ne se rendra pas dans une capitale sans se rendre dans l'autre. Il se trouve qu'il n'est pas invité à Moscou, que les liens entre la Russie et le Saint-Siège sont aujourd'hui quasiment coupé, même s'il reste un ambassadeur de Moscou présent à Rome et un nonce, c'est-à-dire un ambassadeur du pape présent à Moscou. Il y a eu des projets, notamment tout au début de la guerre, au mois de mars, puis au mois d'août dernier, de déplacement du pape à Kiev, en Ukraine, mais ces déplacements ont finalement été ajournés, repoussés, annulés, pour des raisons logistiques, mais aussi sous pression, semble-t-il, des autorités russes. Hier, le pape a regretté l'infantilisme belliqueux de l'Occident. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qui prenait-il pour cible? Écoutez, le pape François prend pour cible tous ceux qui veulent, à ses yeux, selon lui, entretenir ce conflit, et il vise notamment le bloc occidental et notamment l'OTAN. Vous savez que le pape François est un Argentin, et donc il a une relation assez conflictuelle, c'est peu de le dire, avec les États-Unis. Et donc, évidemment, le pape François critique les États-Unis et l'OTAN, qui, selon lui, est en partie responsable non pas de cette guerre, mais de la montée de tension à la frontière, et du déclenchement quelque part de la montée de tension qui a amené à cette guerre et à l'attaque russe contre l'Ukraine. On voit bien que c'est une vision qui est très différente de la plupart des pays occidentaux, et c'est aussi une manière pour le pape d'éviter de mentionner ce caractère belliqueux, de s'opposer une nouvelle fois à l'envoi d'armes à Kiev. Même si le Vatican reconnaît que la défense de l'Ukraine est légitime, il y a un point d'attention sur le fait qu'il ne faut pas armer outre mesure l'Ukraine de manière à, c'est une peur, de manière à durcir et à faire durer ce conflit.
Dans le reste de l'actualité internationale, sur son lit d'hôpital à Bangkok, un patient âgé relié à un enchevêtrement de tubes a du mal à respirer. La Thaïlande fait face à une hausse de problèmes respiratoires causés par un pic de pollution atmosphérique. Quelques 2,4 millions de personnes en Thaïlande ont eu besoin de traitements médicaux pour des problèmes liés à la pollution de l'air depuis le début de l'année. France 24 nous en dit plus.เราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณกุมภาถึงต้นมีนาเนี่ยคนไข้ที่มาหาเราโดยเฉพาะกลุ่มของโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเยอะๆค่ะเช่นกลุ่มของหลอดลมโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดกลุ่มพวกนี้จะมาบ่นว่าเขารู้สึกว่าเสลดมากขึ้นกว่าเดิมนะรู้สึกว่าไอเพิ่มขึ้นหรือความรู้สึกเหนื่อยเพิ่มขึ้นเราเป็นตัวรับเราเป็นตัวรับเมื่อมีเหตุปัญหาเราก็เข้าไปช่วยดูแลมันเป็นปลายทางนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คงต้องไปแก้ที่ต้นทางมากกว่าถ้าคุณลุงเปิดออกถ้าไม่มีหน้ากากนะหรือไม่มีแว่นปกติลุงขับรถต้องใส่แว่นดำด้วยถ้าไม่มีแว่นรู้สึกว่ามันจะเคืองตารู้สึกว่ามันแสบจมูกเอารู้อยู่แล้วว่าถ้าระดับสูงต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลทำให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจคือการเกิดโรคง่ายขึ้นเช่นกลุ่มของถุงลมโป่งพองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเด็กอาจจะเกิดกลุ่มของหอบหืดขึ้นมาได้นะคะโดยเฉพาะนอกจากการเกิดโรคแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการเกิดการกำเริบของโรคนั้นๆที่เขามีอยู่นะคะ Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.